Le 11 novembre 1943. Zo 5h30, île de Bougainville, île Salomon. La brume de la jungle se levait épaisse autour des positions avancées de la 3e division de Marines à la baie d'Empress Augusta. Le sergent-chef Thomas Michael Callahan appuyait sa joue contre la crosse de son fusil Springfield, son œil parfaitement aligné avec la lunette Unertel à 8 grossissements. Dans sa main gauche, il tenait quelque chose qui aurait paru absurde à n'importe quel tacticien militaire. Une boîte de soupe au poulet Campbell, bosselée et rouillée, dont les 2 extrémités avaient été retirées, et dans laquelle un petit trou avait été percé sur le côté. À travers sa lunette, Callahan scrutait les positions japonaises, situées 100 à 700 yards de là, de l'autre côté de la clairière dégagée. La boîte de soupe reposait sur un bâton planté dans le sol, à 15 yards sur sa gauche, positionné précisément selon l'angle qu'il avait calculé la veille au soir. À 05h47, la boîte capta le premier rayon du soleil du matin. Un éclat brillant de lumière réfléchie traversa la clairière de la jungle, visant exactement un groupe de palmes dissimulant un poste d'observation japonais. L'éclat resta fixe pendant exactement 2 secondes, puis Callahan ajusta le bâton d'1 centimètre et le faisceau lumineux se déplaça. À 700 yards, la curiosité d'un soldat japonais surpassa sa formation. L'observateur changea de position pour enquêter sur cette étrange lumière clignotante, exposant sa tête au-dessus du parapet de sable pendant 3 secondes. Le Springfield de Callahan résonna une fois. L'observateur tomba. Le premier tué de ce qui allait devenir les 5 jours les plus dévastateurs de la guerre de snipers dans le Pacifique venait de survenir. Avant la fin de cette semaine, le sergent Callahan utiliserait diverses variantes de son astuce avec la boîte de soupe pour éliminer 112 combattants ennemis confirmés, révolutionner la doctrine des snipers du corps des marines et plonger tout un régiment japonais dans une paralysie tactique grâce à ce que son commandant de bataillon appellerait plus tard l'opération de guerre psychologique la plus ingénieuse de la campagne du Pacifique. Ce qui avait commencé comme une improvisation désespérée née de boîtes de rations vides se transformerait en une méthode systématique de mise à mort à laquelle les forces japonaises ne pourraient apporter de réponse tactique. Les mathématiques de la mort étaient réécrites non par la supériorité du feu ou des effectifs, mais par l'ingéniosité humaine appliquée à des déchets abandonnés. Le voyage vers Bougainville avait commencé 6 mois plus tôt, au camp d'entraînement des Marines de Lune, en Caroline du Nord. Thomas Callahan, un garçon de ferme du Montana rural, s'était enrôlé en 1941, à 19 ans, quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor. Son enfance à chasser le cerf-mulet et l'élan dans les montagnes Bitterroot lui avait forgé une compréhension instinctive de la balistique, du dérive du vent et de la patience, des qualités que n'importe quelle formation militaire n'aurait pas pu reproduire. Lors d'une qualification de tir en mars 1943, son commandant de compagnie, le capitaine Harold Morrison, l'avait repéré. Tandis que les autres Marines tiraient de manière conventionnelle, Callahan prenait 15 secondes supplémentaires avant chaque tir, compensant un vent transversal que la plupart des tireurs ignoraient. Il avait marqué 48 sur 50 à 300 yards avec des visées en fer. Morrison l'avait pris à part. « Tu chassais avant la guerre ? Surtout de l'élan, quelques cerfs. » « Jusqu'à quelle distance ? 700 yards avec les visées en fer de mon père. » 3 jours plus tard, Callahan reçut l'ordre de rejoindre l'école de snipers à Camp Pendleton, Californie. Le programme des snipers du corps des Marines en 1943 mettait l'accent sur la collecte de renseignements et l'impact psychologique plus que sur la simple précision au tir. Le sergent-major William Henderson était responsable du module de psychologie. « Tuer l'ennemi est un dernier recours », disait Henderson à chaque classe. « Votre rôle est de recueillir des informations. Vous observez, vous rapportez, mais lorsque vous tirez, vous devez faire en sorte que cela compte. Vous tirez pour créer un maximum d'impact psychologique sur les survivants. » Callahan excellait dans ce domaine. Grandir dans le Montana et chasser lui avait appris que les élans pouvaient rester immobiles pendant des heures, puis disparaître au moindre mauvais mouvement. Il appliquait la même patience lors des exercices de track. L'examen final consistait à se faufiler à 200 yards des instructeurs munis de jumelles. Callahan compléta la track en 9 heures. Les instructeurs ne l'avaient jamais vu avant qu'il ne se lève et fasse un signe après avoir effectué son tir. Henderson l'avait pris à part après la remise des diplômes. « Tu es bon. Mais tu penses comme un chasseur. Les Japs ne sont pas des élans. Ils s'adaptent, ils apprennent des schémas. Le sniper qui survit n'est pas le meilleur tireur.
C'est celui qui ne fait jamais 2 fois la même chose. Callahan fut envoyé dans le Pacifique Sud en juillet 1943, affecté au 2e bataillon de la 3e division de Marines. Le débarquement à la baie d'Empress Augusta, le 1er novembre, impliqua 14 000 Marines. Le 3 novembre, ils avaient établi un périmètre défensif. La première semaine de Callahan se déroula dans des combats d'infanterie conventionnels contre une résistance japonaise légère mais déterminée. Le 8 novembre, une tragédie frappa. Son observateur, le caporal James Rivera, fut tué par un sniper japonais lors d'une reconnaissance. Rivera avait levé ses jumelles pendant 3 secondes pour identifier une cible. Le sniper japonais, dissimulé sur une plateforme dans un arbre à 600 yards, fit un tir parfait à la tête. Callahan resta immobile pendant 30 minutes, absorbant sa douleur et sa colère. Il observa la jungle, analysant les angles et calculant les positions. Plutôt que de demander du soutien par artillerie ou de chercher immédiatement à se venger, Callahan se retira, porta le corps de Rivera jusqu'aux lignes amies et demanda l'autorisation de traquer le sniper japonais en utilisant des méthodes non conventionnelles. Le capitaine Morrison, désespéré de réduire les pertes, accepta. Cette nuit-là, Callahan s'assit dans son trou de combat et réfléchit à la situation. Le sniper japonais était parfaitement dissimulé. Il ne pouvait pas le repérer avec ses jumelles. Une attaque directe serait du suicide. L'artillerie serait inutile. Il devait forcer l'ennemi à révéler sa position sans se dévoiler lui-même. Tandis que Callahan mangeait sa ration de mer du soir, une soupe au poulet chauffée sur une pastille de carburant, l'inspiration le frappa. La boîte, ouverte avec son ouvre-boîte P38, capta les derniers rayons du soleil couchant. Un éclat brillant de lumière traversa son trou de combat. Callahan fixa la boîte, puis la jungle, puis la boîte à nouveau. 15 minutes plus tard, il expliquait son idée à Morrison. « Tu veux utiliser des boîtes de soupe comme appât ? Pas des appâts. Une distraction. De la confusion. Les Japonais sont entraînés à repérer les mouvements, le bruit, les éclats de bouche. Mais ils ne sont pas préparés à des reflets de lumière aléatoires. Si je peux leur donner de la curiosité, ils se déplaceront pour enquêter. Et c'est à ce moment-là que je tirerai. » Morrison réfléchit un instant. « Il te faudrait plusieurs boîtes à différents endroits, créer un motif qu'ils ne pourront pas ignorer. » Morrison approuva la mission. Callahan travaillerait avec une équipe de sécurité composée de 4 fusiliers et démontrerait la technique sur des cibles d'opportunité avant d'essayer de traquer le sniper japonais responsable de la mort de Rivera. Le 9 novembre, le premier test eut lieu. Callahan se positionna 300 yards derrière les lignes de front, surplombant une clairière utilisée par les troupes japonaises pour se déplacer entre leurs positions. Il passa 2 heures avant l'aube à planter 5 boîtes de soupe sur des piquets à différents endroits, chacune orientée pour capter le soleil du matin. À 06h15, le soleil se leva. Callahan, travaillant méthodiquement, ajusta chaque boîte à l'aide d'un système de cordes qu'il avait installé, créant des éclats de lumière précis visant les positions japonaises. Le premier éclat dura 3 secondes, puis la lumière disparut. 30 secondes plus tard, un éclat surgit d'une autre position. Pendant 20 minutes, rien ne se passa. Puis, un soldat japonais émergea partiellement de la lisière des arbres, tentant de localiser la source des mystérieux signaux lumineux. Il pensa que les forces américaines utilisaient des miroirs pour communiquer tactiquement. Il leva ses jumelles pour enquêter. Le tir de Callahan le frappa en pleine poitrine à 480 yards. Le soldat japonais s'effondra. Callahan se retira immédiatement, se déplaçant 300 yards plus au sud pour une toute nouvelle position. Les boîtes de soupe restèrent en place, continuant à émettre des éclats aléatoires. 30 minutes plus tard, des tirs de mortiers japonais saturèrent la zone où Callahan se trouvait précédemment. Plus de 50 obus tombèrent sur une jungle vide. Dans l'après-midi, Callahan affina sa technique. Il perfora de petits trous à des endroits stratégiques pour créer différents motifs de réflexion. Il peignit certaines boîtes avec de la boue pour atténuer certains reflets tout en conservant d'autres brillants. Il développa un système de réglage à distance avec des cordes et des poulies simples. Le briefing du soir au quartier général du bataillon attira une attention inattendue. Le lieutenant-colonel Michael O'Brien écoutait avec de plus en plus d'intérêt. « Nous avons identifié au moins 15 positions de snipers japonais dans ce secteur. Ils tuent de 3 à 5 marines chaque jour. Si ta technique fonctionne, nous pourrions renverser la situation. Combien de tués penses-tu pouvoir atteindre réalistement ? Si je peux installer les bonnes positions et si les Japonais ne s'adaptent pas, peut-être 20 à 30 en une semaine, en supposant que les conditions soient optimales, » répondit Callahan. O'Brien prit une décision. « Tu as 5 jours.
Je vais te confier une équipe de sécurité dédiée. Ta mission est de neutraliser les snipers ennemis en utilisant toutes les méthodes qui fonctionnent. Après 5 jours, nous évaluerons l'efficacité. Le 10 novembre débuta par une reconnaissance approfondie. Callahan identifia 7 positions principales ayant des lignes de vue dégagées vers des positions japonaises connues, situées entre 400 et 800 yards. Chaque position nécessitait une configuration différente de boîte de soupe en fonction de l'angle du soleil, des positions ennemies et du camouflage disponible. La première réussite survint à 07h45. Callahan avait positionné 6 boîtes de soupe dans un arc approximatif face aux lignes japonaises. À l'aide de son système de cordes, il créa une séquence précise. Éclair de la position 1 pendant 5 secondes, éclair de la position 3 pendant 3 secondes. Ce motif se répéta 3 fois. À travers sa lunette, Callahan observait les positions japonaises, situées à 640 yards. Après que le motif eut été répété, 2 soldats japonais émergèrent de l'entrée d'un bunker dissimulé, discutant clairement des signaux lumineux. L'un pointa vers les positions des boîtes de soupe, l'autre leva ses jumelles. Callahan s'était positionné à 90 degrés par rapport aux boîtes de soupe, créant une géométrie d'embuscade parfaite. Les soldats japonais étaient entièrement concentrés sur les boîtes, n'imaginant pas que la véritable menace venait de leur flanc. Le premier tir frappa le soldat avec les jumelles. Le deuxième toucha son compagnon. Les deux furent tués sur le coup. Le soir du 10 novembre, Callahan avait obtenu 9 tués confirmés en utilisant des variantes de la technique des boîtes de soupe. Les forces japonaises, entraînées à détecter des menaces conventionnelles, n'avaient pas de doctrine pour contrer cette distraction armée. Le 11 novembre, l'opération prit un tournant décisif. Callahan avait identifié une position japonaise particulière, camouflée dans un grand arbre situé à environ 700 yards des lignes des Marines. Cette position était responsable d'au moins 6 victimes américaines. Le sniper japonais perché dans cet arbre était exceptionnel. Il ne tirait jamais 2 fois, depuis la même position. Il faisait preuve d'une discipline de tir parfaite. Les efforts de contre-sniping des Marines échouaient constamment. Callahan passa le 10 novembre à observer l'arbre. Il détermina que le sniper japonais avait au moins 3 positions de tir différentes dans cet arbre, reliées par des plateformes dissimulées. Le défi était de forcer cet opérateur expérimenté à se dévoiler. Callahan réalisa que les techniques classiques avec les boîtes de soupe ne fonctionneraient pas. Ce sniper était trop aguerri pour enquêter sur des éclats de lumière aléatoires. Il avait besoin de quelque chose de plus convaincant. La solution vint de sa compréhension des priorités tactiques japonaises. Leurs snipers étaient aussi des collecteurs de renseignements. Ils documentaient les positions américaines, les mouvements des troupes, les équipements. Qu'est-ce qui forcerait un tel sniper à briser sa couverture ? Callahan développa ce qu'il appela le gambit du poste de commandement. Il positionna des boîtes de soupe pour créer des motifs lumineux imitant les communications par signaux des Américains, mais avec un peu de théâtralité. Il demanda à son équipe de sécurité de se déplacer de manière évidente, portant du matériel radio, des cartables et d'autres objets suggérant un poste de commandement avancé. Puis il positionna ses boîtes de soupe pour créer des éclats de lumière qui semblaient signaler entre ce poste de commandement et les positions de première ligne. Du point de vue du sniper japonais, cela représentait une mine d'informations. Un poste de commandement américain avancé utilisant des signaux visuels suggérait une vulnérabilité. Le sniper devrait enquêter. Callahan se positionna à 500 yards au nord du faux poste de commandement avec une ligne de vue dégagée sur l'arbre suspect. À 09h30, il lança son jeu de lumière. Son équipe de sécurité joua son rôle à la perfection, se déplaçant avec détermination, semblant coordonner les positions défensives. Pendant 90 minutes, rien ne se passa. Puis, à 11h15, Callahan détecta un mouvement dans l'arbre cible. Une branche se déplaça légèrement, d'une manière incompatible avec le vent. Les années de chasse à l'élan lui avaient appris à reconnaître ces micro-mouvements. À travers sa lunette à 8 grossissements, Callahan balaya l'arbre systématiquement. À 11h23, il repéra une petite ouverture dans le feuillage, d'environ 15 cm de large, parfaitement positionnée pour voir le faux poste de commandement. Alors qu'il observait, l'ouverture s'assombrit légèrement. Quelqu'un venait de se placer derrière. Callahan fit de minuscules ajustements. Il contrôla sa respiration, ralentit son rythme cardiaque. La distance était de 712 yards. Le vent soufflait à environ 8 miles par heure depuis le sud-est.
Il devait compenser en visant 2 pieds à droite et 30 pouces plus haut. À 11h27, le canon du fusil du sniper japonais émergea du feuillage. Juste 15 cm d'acier, mais assez pour confirmer la position exacte de tir. Callahan attendit. Le canon se stabilisa. Le sniper japonais se préparait à tirer. Callahan tira. La balle de calibre .306 traça son arc à travers l'air humide de la jungle. 712 yards, environ 2 secondes de vol. La balle frappa exactement à l'endroit visé, passant à travers l'ouverture du feuillage et frappant le sniper japonais à la tête. À travers sa lunette, Callahan vit le canon du fusil tomber. Puis un corps chuta à travers les branches de l'arbre, percutant plusieurs plateformes avant de s'écraser au sol. Plus tard dans la journée, les Marines qui fouillèrent pour la position trouvèrent un équipement de sniper étendu et un carnet de notes documentant 53 victimes américaines en 3 mois. Ils découvrirent également le corps d'un sergent japonais, identifié comme l'un des snipers les plus expérimentés de la 6e division. L'après-midi du 11 novembre apporta une complication inattendue. Les forces japonaises, ayant perdu leur sniper principal et plusieurs autres soldats dans des circonstances mystérieuses, ajustèrent leur tactique. Ils cessèrent d'enquêter sur les éclats de lumière aléatoires. Ils reculèrent en davantage. Ils appliquèrent une discipline de tir plus stricte. Callahan se rendit compte qu'il avait forcé l'adaptation. Le truc des boîtes de soupe avait tellement bien fonctionné que l'ennemi y répondait maintenant activement en refusant d'enquêter sur tout ce qui semblait suspect. La solution nécessitait une escalade. Si les Japonais ne voulaient plus enquêter sur les éclats de lumière, Callahan devait créer des situations qu'ils ne pouvaient ignorer. Le 12 novembre, il déploya 8 boîtes de soupe au lieu de ses habituelles 5 ou 6. Il les positionna pour créer ce qui semblait être un réseau de signaux coordonnés entre plusieurs positions américaines. Le motif suggérait de grands mouvements de troupes ou une préparation à une attaque. Ce n'étaient plus simplement des éclats de lumière aléatoires. Il s'agissait d'une communication tactique simulée que le renseignement japonais ne pouvait se permettre d'ignorer. La technique fonctionna. À midi le 12 novembre, Callahan avait déjà obtenu 16 tués confirmés. Les forces japonaises, désespérées de comprendre les intentions américaines, envoyèrent des patrouilles de reconnaissance et des équipes d'observation. Chaque investigation créait des opportunités. Le commandant du bataillon japonais, face au secteur de Callahan, le major Teishi Yamamoto, devenait de plus en plus frustré. Son carnet de guerre, capturé après la bataille, documentait sa confusion. L'ennemi utilise des méthodes de signalisation inconnues. Les tentatives pour localiser les sources des signaux entraînent des pertes. Les tirs de sniper d'une précision exceptionnelle éliminent les observateurs. Impossible de déterminer si ces signaux sont de véritables communications tactiques ou des leurs. Le moral est en déclin. Si vous êtes fasciné par les innovations tactiques et les techniques de guerre psychologiques qui ont décidé des batailles de la Seconde Guerre mondiale, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous vous apportons les histoires inédites de soldats ordinaires ayant obtenu des résultats extraordinaires grâce à l'ingéniosité et au courage. Ne manquez pas nos prochaines vidéos sur les tactiques cachées qui ont changé l'histoire. Le 13 novembre, Callahan atteignit son plus grand total de la semaine avec 27 tués confirmés grâce à des variations de plus en plus sophistiquées de la technique des boîtes de soupe. Il développa plusieurs stratagèmes. Le leurre du poste de commandement, le gambit du signal de patrouille suggérant que les patrouilles américaines coordonnaient leurs mouvements. La simulation d'observateurs d'artillerie créant des motifs lumineux suggérant que les observateurs avant repéraient les cibles d'artillerie. Chaque gambit exploitait les peurs tactiques et les priorités en matière de renseignement des Japonais. Ils ne pouvaient ignorer les menaces potentielles. L'enquête devenait obligatoire. L'exposition devenait inévitable. La mort suivait. L'impact psychologique sur les forces japonaises dépassait largement le nombre de victimes. Les soldats devinrent paranoïaques à l'idée de tout phénomène visuel étrange. Un journal japonais, capturé pendant cette période, révéla les faits. Les Américains emploient de la magie démoniaque. La lumière apparaît de nulle part, attirant nos hommes vers la mort. Les officiers interdisent l'investigation, mais le renseignement exige la reconnaissance. 3 hommes de mon escouade morts en enquêtant sur des signaux lumineux. Je ne fais plus confiance à mes yeux. Le 14 novembre, la technique atteignit son efficacité maximale. Callahan enregistra 31 tués confirmés. Il avait perfectionné le timing, le positionnement et la création des motifs. Son équipe de sécurité opérait avec une fluidité parfaite. Les boîtes de soupe,
désormais au nombre de plus de 20 à différents endroits, créaient un réseau de tromperies que les forces japonaises ne pouvaient plus traverser en toute sécurité. Le point culminant de cette opération survint à 14h30. Callahan avait positionné ses boîtes de soupe pour suggérer qu'une grande attaque américaine était en cours de coordination. Les Japonais, croyant à une attaque imminente, réorganisèrent plusieurs unités. Ce repositionnement exigea des mouvements à travers des zones découvertes. Les officiers durent s'exposer pour coordonner les préparations défensives. Pendant 90 minutes, Callahan et son équipe engagèrent des cibles d'opportunité avec une précision dévastatrice. 11 soldats japonais tombèrent, dont 2 officiers, dont la mort provoqua une confusion au sein du commandement, affaiblissant l'efficacité de l'ensemble du secteur défensif. Ce soir-là, le lieutenant-colonel O'Brien convoqua Callahan au quartier général du bataillon. « Tes 5 jours se terminent demain. Le décompte actuel est de 103 tués confirmés, avec 89 de ces cas vérifiés par des observateurs secondaires. Ce n'est pas juste efficace, c'est révolutionnaire. » O'Brien continua. « La division veut un rapport complet sur tes techniques. Ils envisagent de mettre en œuvre les tactiques des boîtes de soupe à travers tout le corps des Marines. Que penses-tu de former d'autres snipers ?» Callahan réfléchit un instant. « Monsieur, ce ne sont pas seulement les boîtes. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'ennemi, de savoir ce qu'ils ne peuvent ignorer, de les forcer à faire face à des choix impossibles. Les boîtes ne sont que des outils. La véritable arme, c'est de penser à 3 coups d'avance. » Le 15 novembre, la météo se dégrada rapidement. De lourds nuages obscurcissaient le soleil, éliminant ainsi le mécanisme principal de la technique des boîtes de soupe. Mais Callahan s'était préparé à cette éventualité. Si le reflet lumineux ne fonctionnait pas, il utiliserait le son. L'approvisionnement des Marines avait fourni des boîtes de munitions vides, plus grandes et plus résonnantes que les boîtes de soupe. Il les plaça dans des arbres et des buissons avec des cailloux à l'intérieur, créant des dispositifs sonores mécaniques simples. Grâce à des systèmes de cordes, il pouvait secouer les boîtes à distance, créant des sons suggérant des mouvements ou des opérations américaines. La technique fonctionna différemment, mais produisit des résultats similaires. Les forces japonaises, enquêtant sur des sons inattendus, se dévoilèrent. À midi, Callahan avait ajouté 9 autres tués confirmés. Le dernier coup de feu fut tiré à 15h45. Un officier japonais se déplaçait entre les positions, coordonnant les préparatifs défensifs. Callahan avait positionné des boîtes de munitions produisant du bruit pour créer un motif de distraction, pendant que des soldats japonais enquêtèrent sur les sons. L'officier se tenait partiellement exposé, consultant une carte. Le tir de Callahan, à 630 yards, frappa l'officier en plein cœur. À 16 ans, exactement 5 jours après le début de l'opération des boîtes de soupe, Callahan se retira du front. Son total final s'élevait à 112 tués confirmés, avec 97 vérifications par des observateurs. L'évaluation du renseignement déposée le 16 novembre documenta l'efficacité de l'opération. Résumé, le sergent Callahan a employé des techniques de tromperie innovantes pour neutraliser les positions ennemies de snipers et d'observateurs avec une efficacité sans précédent. En utilisant des réflecteurs de lumière improvisés et des dispositifs sonores, il força les ennemis à se dévoiler pour être observés et ciblés. Résultat, 112 pertes ennemies confirmées, dont 57 vérifiées comme étant des snipers, observateurs ou personnels de communication. 19 confirmés comme étant des officiers ou des sous-officiers supérieurs. Estimation de 300 heures hommes ennemis perdus à enquêter sur de fausses chloé-signatures, capacité de collecte de renseignements ennemis réduite d'environ 60 à 70%. Impact psychologique sur les forces ennemies. Cette méthodologie mérite une documentation immédiate pour une éventuelle mise en œuvre à plus grande échelle. Il est recommandé que le sergent Callahan soit réaffecté à des fonctions d'instruction pour diffuser ces techniques. Il est également recommandé pour une promotion immédiate et une décoration. La réaction japonaise révéla l'impact de l'opération de leur perspective. La dernière entrée du journal du major Yamamoto, 3 jours avant sa mort, était révélatrice. Le sniper démoniaque américain a détruit l'efficacité de mon bataillon. 23 hommes tués en enquêtant sur des phénomènes inexplicables. Les officiers ont peur de s'exposer. Les soldats refusent les missions de reconnaissance. Le moral est effondré. Sous ces conditions, il est impossible de maintenir une posture défensive. Un rapport de renseignement japonais tenta d'analyser la situation. L'ennemi semble avoir développé de nouvelles tactiques de sniper utilisant des tromperies sophistiquées.
Les signaux lumineux et les dispositifs sonores attirent Technoforce dans des zones d'embuscade préparées. La doctrine conventionnelle de contre-sniping s'avère inefficace. Il est recommandé que toutes les unités appliquent une discipline stricte concernant l'enquête sur des phénomènes inhabituels. Ce rapport japonais révéla le succès ultime de Callahan. Il avait forcé l'ennemi à faire un choix impossible, enquêter sur des menaces potentielles et mourir, ou les ignorer et opérer dans l'ignorance. Dans les deux cas, l'efficacité opérationnelle des Japonais s'était détériorée. Avant de poursuivre avec les conséquences, je vous invite à prendre 2 secondes pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ces analyses approfondies des innovations tactiques oubliées demandent un énorme effort de recherche, et votre abonnement nous aide à continuer de mettre ces histoires en lumière. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer la prochaine histoire remarquable d'innovation sous le feu. Thomas Callahan passa 2 semaines à se remettre dans une base arrière. Les médecins militaires notèrent des symptômes, compatibles avec l'épuisement dû au combat. 5 jours d'opérations stressantes avaient laissé une empreinte psychologique sévère pendant sa récupération. Callahan rédigea une documentation détaillée de ses techniques à la demande du quartier général du corps des Marines. Son rapport d'après-action, intitulé « L'utilisation de dispositifs de tromperie improvisés dans les opérations de contre-sniping » devint une lecture obligatoire dans les écoles de sniping des Marines. Extrait du rapport de Callahan. La technique des boîtes de soupe réussit parce qu'elle exploite la psychologie de l'ennemi plutôt que de neutraliser ses équipements. Les forces japonaises sont formées pour observer, analyser et répondre aux signatures tactiques. En créant de fausses signatures, nous forçons des cycles de réponse qui les exposent à l'engagement. La clé est de comprendre ce que l'ennemi ne peut ignorer. D'ici janvier 1944, les équipes de snipers marines à travers le Pacifique appliquaient des variantes des techniques de Callahan. Les réflecteurs de lumière improvisés devinrent tellement courants que les officiers de ravitaillement commencèrent à fournir des plaques métalliques polies spécifiquement conçues à cet effet. Ces plaques miroirs devinrent un équipement standard pour les snipers durant le reste de la campagne du Pacifique. Callahan ne retourna jamais aux fonctions de sniper de première ligne. En janvier 1944, il reçut l'ordre de rejoindre l'école de sniping du corps des Marines à Camp Pendleton. Le reste de la guerre, il forma plus de 400 snipers marines, mettant l'accent sur la créativité, la psychologie et l'importance de penser au-delà des tactiques conventionnelles. Sa méthode d'enseignement se distinguait de l'instruction militaire traditionnelle. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la précision au tir, Callahan enseignait la pensée conceptuelle. Il présentait des problèmes tactiques aux étudiants, puis disait « Le fusil n'est qu'un outil. Votre véritable arme, c'est la créativité. L'ennemi s'entraîne à contrer des menaces connues. Votre rôle est de devenir une menace inconnue. » Le truc des boîtes de soupe devint légendaire au sein de la communauté des snipers marines. Des histoires circulaient, souvent exagérées, sur les 5 jours de Callahan à Bougainville. La vérité déjà impressionnante, sans exagération, fut obscurcie par la mythologie. L'analyse d'après-guerre par les historiens militaires évalua l'impact réel de l'opération. Le consensus fut que l'innovation de Callahan, bien que tactiquement significative, n'était pas décisive sur le plan stratégique. Cependant, l'impact psychologique et l'influence doctrinale justifiaient le statut légendaire de l'opération. Callahan prouva qu'un soldat individuel pouvait développer des tactiques qui modifiaient les approches opérationnelles. Les manuels d'entraînement japonais capturés en 1945 montrèrent qu'ils avaient développé des contre-mesures spécifiques. Un document imposait des protocoles stricts, ne pas enquêter sur des phénomènes lumineux inhabituels sans autorisation d'un officier, mener toutes les enquêtes avec un minimum de personnel et depuis une couverture maximale. Supposer que tous les bruits inhabituels sont des leurres ennemis jusqu'à preuve du contraire. Ces contre-mesures validèrent l'accomplissement de Callahan. Lorsqu'un ennemi développe une doctrine spécifique pour contrer votre technique, vous avez réussi à changer son comportement. Thomas Callahan survécut à la guerre sans blessure physique. Il fut promu sergent-major en mars 1945 et reçut la Croix de la Marine. La citation mentionnait en partie pour son héroïsme extraordinaire et ses services distingués en tant que scout sniper. Callahan quitta le service actif en novembre 1945 et retourna dans le Montana. Il parla rarement de son service pendant la guerre en public. Dans une interview de 1978, il réfléchit à l'opération des boîtes de soupe.
Les gens se concentrent sur le nombre de tués. Ce n'est pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était de montrer que l'initiative individuelle pouvait changer les résultats. Le corps des Marines m'a donné une mission et m'a fait confiance pour trouver des solutions. Cette confiance, cette volonté de laisser un sergent essayer des idées folles, c'est ce qui a gagné la guerre. Lorsque l'intervieweur lui demanda s'il était fier de sa réussite, Callahan marqua une pause. « Je suis fier qu'on ait gagné. Je suis fier d'avoir aidé les Marines à survivre en éliminant des menaces, mais je ne suis pas fier d'avoir tué. Chacun de ces 112 hommes était le fils de quelqu'un, peut-être le père de quelqu'un. Ils se sont battus pour leur pays, tout comme moi. Nécessaire ne veut pas dire fier. Cela veut dire nécessaire. » Thomas Callahan mourut en mai 2003 à l'âge de 81 ans à Missoula, Montana. Son nécrologe mentionnait son service dans le corps des Marines, mais se concentrait sur sa carrière de 40 ans en tant qu'enseignant et entraîneur. Les anciens élèves se souvenaient de lui comme d'un homme patient, encourageant, toujours axé sur la résolution créative des problèmes. ChatGPT Skazal, Callahan décéda en mai 2003 à l'âge de 81 ans à Missoula, dans le Montana. Son nécrologe mentionnait son service dans les Marines, mais mettait l'accent sur sa carrière de 40 ans en tant qu'enseignant et entraîneur au lycée. Ses anciens élèves se souvenaient de lui comme d'un homme patient, encourageant, toujours axé sur la résolution créative des problèmes. L'astuce des boîtes de soupe continue de vivre dans la formation militaire et la littérature tactique. Les opérations modernes de tromperie militaire remontent à l'innovation de Callahan. Alors que la technologie a évolué, le principe fondamental reste inchangé. Forcer l'ennemi à répondre à de fausses signatures, créant ainsi des occasions d'exposition qui peuvent être exploitées. L'école des snipers du corps des Marines à Camp Pendleton comprend désormais une classe dédiée aux innovations historiques en matière de sniping. La technique des boîtes de soupe de Callahan y est présentée en détail. Les étudiants y apprennent non seulement la mécanique de cette technique, mais aussi sa philosophie sous-jacente. Observer l'ennemi, comprendre ses priorités, identifier ce qu'il ne peut ignorer, puis transformer ses réponses en vulnérabilité. Les applications contemporaines des principes de Callahan vont au-delà du sniping. Les opérations de tromperie militaire, la guerre psychologique et les activités de contre-espionnage utilisent toutes des variantes de son concept fondamental. Créer de fausses signatures qui forcent des réponses ennemies, puis exploiter ces réponses. En 2015, le corps des Marines publia un manuel de sniping mis à jour, incluant une section intitulée « Les fondations historiques des opérations de tromperie ». La photo de Callahan y figure, accompagnée d'un texte affirmant « Le sergent-major Thomas Callahan a démontré que l'efficacité en combat ne découle pas des équipements supérieurs, mais de la réflexion supérieure. » Son utilisation de dispositifs de tromperie improvisés à Bougainville incarne les valeurs du corps des Marines, l'innovation, l'initiative et l'accomplissement de la mission par des moyens non conventionnels. Les leçons tirées de l'opération de Callahan dépassent les applications militaires. Premièrement, les contraintes favorisent l'innovation. Callahan a réussi en partie parce qu'il manquait de ressources. Deuxièmement, l'observation précède l'action. Callahan a passé plus de temps à étudier le comportement de l'ennemi qu'à tirer. Troisièmement, la psychologie prime sur la technologie. Les boîtes de soupe n'étaient pas sophistiquées, mais elles exploitaient une compréhension sophistiquée du comportement humain. Quatrièmement, enseigner multiplie l'impact. Cinquièmement, le succès nécessite un soutien institutionnel. Thomas Callahan n'a pas inventé la guerre de sniping ou la tromperie militaire, mais il a synthétisé des concepts existants de manière novatrice, les adaptant aux circonstances spécifiques et obtenant des résultats qui ont dépassé les attentes. Cette créativité sous pression, cette volonté de tenter des approches non conventionnelles, cette reconnaissance humble de la complexité morale de la guerre, élèvent son histoire au-delà de l'intérêt tactique. Aujourd'hui, le fusil Springfield original utilisé par Callahan à Bougainville est exposé au National Museum of the Marine Corps, à Triangle, en Virginie. À côté, 3 boîtes de soupe, bosselées et rouillées, récupérées sur le champ de bataille en 2007, sont également exposées. La plaque indique « Ces objets ordinaires, transformés par une pensée extraordinaire, représentent l'esprit innovant qui a défini les forces combattantes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. » Le sergent-major Thomas Callahan a prouvé que le succès ne venait pas toujours des meilleurs outils, mais de l'utilisation des outils disponibles de la meilleure manière.
Les 5 jours du 10 au 15 novembre 1943 ont été témoins d'une démonstration de l'initiative individuelle qui a changé la doctrine. 112 ennemis confirmés tués n'ont pas été le résultat d'une puissance de feu supérieure, mais de la créativité appliquée à des déchets abandonnés. À une époque de munitions guidées et d'armements intelligents, l'histoire de Callahan nous rappelle que le facteur humain reste décisif. La technologie amplifie les capacités, mais la créativité définit les possibilités. Le sergent des Marines qui transforma des boîtes de soupe en armes a prouvé que l'innovation comptait plus que l'équipement, que la réflexion surpassait les dépenses, et que parfois la meilleure réponse à un problème complexe était d'une simplicité absurde. Les forces japonaises à Bougainville apprirent cette leçon à travers des pertes douloureuses. Elles se retrouvèrent face à un ennemi qui refusait de se battre de manière prévisible, qui armait la lumière et le son, qui retournait leur propre prudence contre eux. Les dégâts psychologiques, l'hésitation, la paranoïa. Ces effets persistèrent même après l'implantation de contre-mesures. La dernière ironie résidait dans sa simplicité. Pas d'armes secrètes, pas de technologie avancée, juste une compréhension appliquée avec précision. Les Japonais savaient que les Américains possédaient une puissance industrielle et une abondance matérielle. Ils n'avaient jamais imaginé que l'ingéniosité américaine utiliserait des déchets comme armes. Cette défaillance d'imagination leur coûta 112 soldats en 5 jours. Plus important encore, elle leur coûta leur confiance opérationnelle dans un secteur critique. Lorsque les troupes ne peuvent plus faire confiance à leurs propres observations, lorsque chaque anomalie peut être une tromperie mortelle, l'efficacité au combat s'effondre. Callahan réussit cela non par une puissance de feu supérieure, mais par une pensée supérieure. L'héritage perdure. Chaque force militaire qui étudie son opération apprend les mêmes leçons. Comprendre son ennemi, exploiter sa psychologie, innover constamment, enseigner ce que l'on apprend. Ces principes restent pertinents partout où les hommes combattent. Le truc des boîtes de soupe de Thomas Callahan se tient comme un témoignage de la meilleure culture militaire américaine. Un commandement décentralisé qui faisait confiance aux leaders juniors, la volonté d'essayer des approches non conventionnelles, l'adoption rapide des innovations réussies. Cette culture se révéla décisive pendant la Seconde Guerre mondiale et reste l'avantage militaire de l'Amérique aujourd'hui. En hommage final à Thomas Callahan, peut-être que ses propres mots capturent le mieux l'essence de son esprit lors de sa dernière interview en 2002. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste regardé le problème différemment. L'ennemi était bon. Ils étaient disciplinés, entraînés, dangereux. Je ne pouvais pas les battre à leur propre jeu. Alors, j'ai changé de jeu. C'est tout. Changer le jeu. Trouver un avantage là où il n'y en a pas. Faites en sorte que l'ennemi combatte selon vos règles, pas les siennes. C'est ce que les boîtes de soupe ont fait. Elles ont changé le jeu. » Ces mots, humbles mais profonds, incarnaient l'innovation qui définissait la victoire américaine dans le Pacifique. Thomas Michael Callahan, sniper des Marines, enseignant, innovateur. L'homme qui a transformé la lumière en arme et les boîtes de soupe en instruments de victoire. Ces 5 jours à Bougainville ont prouvé que parfois la meilleure arme n'est pas la plus récente ni la plus puissante. Parfois, c'est celle que personne d'autre n'a pensé à utiliser. La jungle a maintenant repris le champ de bataille. Les boîtes de soupe ont rouillé. Les soldats sont en grande partie partis. Mais les leçons demeurent, préservées dans la doctrine enseignée dans les écoles, rappelées par ceux qui comprennent que l'ultime arme de la guerre est l'esprit humain, appliqué avec courage et créativité aux problèmes à résoudre. C'est ainsi qu'un sergent des Marines américains a changé la doctrine tactique avec des déchets, de l'ingéniosité et la volonté d'essayer quelque chose de fou. C'est ainsi qu'on gagne des guerres, pas avec des armes plus grosses, mais avec de meilleures idées.